Si on parle de la domestication et de la diffusion de la vigne et du vin, eh bien, on dit que ça commençait à peu près au néolithique, avec l'arrivée, entre autres, de la poterie qui a grandement aidé. Un des plus grands connaisseurs, c'est un archéologue moléculaire qui s'appelle McGovern, qui travaille en Pennsylvanie, plus précisément à Philadelphie. Et puis lui, il a découvert à la fin des années 90 par des analyses moléculaires, les premières traces ou les plus anciennes traces de vin d'une façon vraiment précise. Il y a beaucoup de légendes par rapport au vin. Et puis, ça proviendrait évidemment du Caucase, plus précisément en Géorgie, en Arménie, à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ. J'ai lu dernièrement 6800 ans avant Jésus-Christ, d'autres découvertes. Aussi, dans les contreforts des monts Zagros, donc 5000, 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on peut dire à peu près 8000 ans à partir d'aujourd'hui. On sait aussi que la culture de la vigne, parce que les pépins sont différents, la vigne cultivée a un pépin plus long, plus longiligne que la vigne naturelle. Donc, en retrouvant aussi des pépins, on a pu aussi associer la culture de la vigne pour en faire, évidemment, pas simplement du raisin de table, mais aussi du raisin de cuve. Si on regarde sa diffusion, évidemment, on part du Caucase, Mésopotamie, diffusé sur les côtes orientales de la Méditerranée. Les Phéniciens, les Égyptiens vont le faire connaître au reste de la Méditerranée, ensuite les Grecs et évidemment les Romains. Les Romains vont développer la viticulture dans pratiquement l'ensemble de leur empire et souvent, si on regarde les vieilles cartes de la production à l'époque romaine du vin, ça correspond à la ligne, donc à peu près à la frontière de l'Empire romain. Il y a vraiment une corrélation qu'on peut faire à ce niveau-là. Il va y avoir évidemment des ressacs, si on peut dire. Au Moyen-Âge, ce sont surtout évidemment les monastères, les moines et les bénédictins en Italie, les cistériens en France qui vont continuer à développer et puis à aussi bonifier les connaissances par rapport à la viticulture et à la viniculture du vin. Et si on regarde avec la grande colonisation à partir du 16e siècle, des Européens, l'Espagne, Portugal, France, on va voir que même en Angleterre, le vin va se répandre partout sur la planète. On va voir des tentatives dès le début du 17e siècle dans l'actuel États-Unis avec évidemment, des résultats très mitigés. Les Espagnols au Brésil, au Mexique, etc. Et même, on a des traces de vin datant d'un siècle avant Jésus-Christ en Chine, entre autres dans le Xinjiang, probablement amené par la roue de la soie. En fait, on est plus ou moins certain de cette progression-là. On aurait pu aussi faire une carte plutôt européenne, mais une carte de l'utilisation de la bouteille ou des formes de bouteilles. Donc, si on prend l'exemple de la France, on pourrait, ou de l'Europe, on pourrait voir que les formes de la bouteille sont privilégiées. Par exemple, à Bordeaux, c'est des épaules plus carrées, en Bourgogne, un peu plus rondes. Si on prend certains rosés ou certains vins du Jura, plus comme ceux qui connaissent un peu les personnes plus âgées, comme le Mathéus. Donc, il y a différentes aussi grandeur de bouteilles là, qu'on pourrait illustrer avec une carte mondiale des bouteilles, si on peut dire. La commercialisation, la mondialisation du vin. Eh bien, là, c'est vraiment, on peut dire que c'est un produit, je dirais, alimentaire par excellence pour sa mondialisation. En chiffres, c'est à peu près 500 milliards, en comptant évidemment son compte la restauration, le néotourisme, etc. Donc, c'est un produit mondial qui a pratiquement toujours été mondial. Au début, sa répartition s'est faite, évidemment, on le transportait dans des outres en cuivre, ensuite dans des amphores en grès. Quand le tonneau est apparu, ça lui a donné vraiment un avantage. Puis, évidemment, la fameuse bouteille qui va permettre une conservation un peu plus longue. Déjà, Hérodote avait noté que avec la Babylone, puis sur l'Euphrate, il y avait remarqué des échanges avec le vin. Les Égyptiens marquaient aussi le millésime, autrement dit l'année de production du vin, et souvent son lieu de production. Les Romains ont fait la même chose. Donc, le vin, sa provenance, sa répartition, sa diffusion
a toujours été présent, à tout le moins dans le bassin méditerranéen et dans le Moyen-Orient. C'est aussi un produit qui a toujours été réglementé avec Domitien au début du 1er siècle à Rome, aussi avec son plus proche de nous, les privilèges de Bordeaux. Pensez à comment c'est légiféré au Québec ou au Canada. Donc, ça a toujours été un produit là, qu'on va légiférer par rapport à d'autres produits qu'on n'osera pas trop légiférer. On va même l'interdire. Par exemple, en Espagne, dans le Nouveau Monde, dans la Nouvelle-Espagne, par exemple au Mexique, ben, on a interdit à un moment donné d'en planter pour justement favoriser le vin qui était produit en Espagne. On pourrait parler aussi par exemple, l'utilisation de copeaux de bois qui n'ont pas un interdit, mais qui est permis à certains endroits, à d'autres endroits, non. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est mondial à divers égards. Si on regarde sa production à l'échelle mondiale, si on prend les plus grands pays, là, il faut faire attention ici, c'est la source, c'est l'Organisation internationale du vin. Et puis, ce sont des raisins de cuve, de table et sec. Donc, si on regarde les principaux producteurs, on va retrouver la Turquie, mais la Turquie, c'est principalement parce que c'est un producteur, c'est un des plus grands producteurs de raisins secs ou de raisins de table. Donc, il faut faire attention un petit peu avec ce tableau-là. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est que les superficies varient d'une année à l'autre. Il y a eu des plans d'arrachage en France, ça a déjà été au-dessus d'1 million d'hectares. Aujourd'hui, c'est sous le million. Il y a eu des plans d'arrachage, surtout au début du 20e siècle. Donc, il y a vraiment des progressions et des reflux selon les pays. Si on prend les raisins de cuve, la Chine est probablement le pays qui connaît la plus grande progression dans les dernières années, surtout, je dirais, à partir des années 90. Si on y va, évidemment, sur un graphique, bon, on voit encore une fois les fluctuations. 2019 est une des pires années de production parce que, je vais juste reculer, les 3 plus grands pays producteurs ont connu vraiment des baisses assez importantes. Donc, si je regarde ici un tableau pour l'année, on voit que l'Italie, la France, l'Espagne ont tous 3 connu une grande baisse. Puis si on les additionne, les 3 ensemble, eh bien, c'est à peu près près de la moitié de la production mondiale, un peu moins, là, mais environ 40%. Mais on voit qu'il y a des pays qui sont en augmentation, par exemple le Portugal. Donc, il y a vraiment des différenciations. Puis, il y a des pays en recul, l'Argentine, dans des pays du monde. Donc, ça va dépendre un peu. Si on regarde la consommation, là, il faut faire attention que ce graphique-ci, c'est dans le pays en entier, les plus grands consommateurs, évidemment, avec 338 millions d'habitants, les Américains sont des grands consommateurs. La France suit de très près et on va diminuer. Encore une fois, le graphique est un peu tronqué. Ce sont des statistiques officielles. Plusieurs personnes, dont Jean-Robert Pitre, qui est un géographe français qui travaille énormément, qui écrit beaucoup sur le vin, ou Henri Dorion, un géographe plus proche de moi que je connais quand même assez bien, vont vous dire que les Géorgiens ne sont pas dans les statistiques officielles parce qu'ils produisent beaucoup de vin d'une façon domestique et sont probablement les plus grands consommateurs de vin au monde. Mais ils n'apparaissent pas ici sur le tableau parce que les statistiques ne sont pas peut-être accessibles. Donc, il faut faire attention, mais ça nous donne quand même un bon exemple. Si on prend la consommation per capita, pour les personnes âgées de 16 ans et plus, je pense, le graphique, bon, on voit que les Portugais sont dans les premiers, les Français à peu près à 50 litres par année. Si on recule il y a 50-60 ans, mais ça a déjà été près de 150 litres par année par habitant. Donc, c'était énorme. Il y a vraiment eu une grande diminution. Et d'ailleurs, tous les vieux pays producteurs, essentiellement, évidemment, les pays européens, la baisse de consommation par habitant est fortement, il y a vraiment une baisse qui est remarquable, surtout chez les jeunes. Les jeunes sont portés à se tourner vers soit la bière, mais surtout les cocktails, donc d'autres types d'alcool, ou ici certains spiritueux. On peut prendre l'exemple du gin au Québec. Si on prend l'exemple du Canada, ben, c'est à peu près 15 litres au 100, mais si on prend l'exemple du Québec, eh bien, c'est à peu près 23 litres par habitant par année. Donc, le Québec serait une des provinces où les Québécois consomment le plus de vin au monde. D'ailleurs, les vins du Québec ont connu un engouement spectaculaire depuis quelques années
Et cette année, c'est au-dessus de toutes les attentes. La plupart des vignerons manquent de vin. Ils ont tout écoulé leur vin parce qu'évidemment, il y a eu la question avec la pandémie d'acheter local. Les gens voyageaient moins, on voyageait plus au Québec aussi. Puis dans la consommation, il y a des vins qui vont être très à la mode. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé des cépages. Bien, les vins de cépage. Au Canada, aux États-Unis, on consomme des vins de cépage. Donc, le cépage est important d'être indiqué sur la bouteille. Mais aussi les vins en biodynamie, les vins biologiques, les vins nature. En ce moment, le vin qui connaît le plus de progression, c'est le rosé. Hein, c'est à peu près un tiers des bouteilles vendues en France sont des rosés. Donc, on est très loin des petits rosés très sucrés là, qui... moi, j'ai connu le Mathéus quand j'étais jeune. Le Mathéus qui était un vin qui a déjà été vendu à 150 millions de bouteilles par année. Aujourd'hui, on en a à peu près 50 millions par année, mais le rosé, c'est peut-être d'une façon mondiale celui qui en profite le plus. Puis évidemment, au point de vue de la consommation, ben tout le marketing qui est associé à cela, avec les guides, moi ce que j'appelle les gourous, hein, comme un gars comme Robert Parker, qui va réussir à faire vendre des vins, puis à faire changer les goûts des gens, puis même les producteurs de vin vont changer leur recette pour ajouter des copeaux de bois, entre autres, ou le laisser plus longtemps en barrique pour que le vin soit plus boisé, parce que Robert Parker, c'est les vins qu'il aimait, et lorsqu'il cotait votre vin au-dessus de 90, ben vous pouviez l'année d'ensuite vendre votre vin beaucoup plus cher. Puis aussi toute la question des appellations qui sont très importantes, surtout en Europe, mais avec des cahiers de charges très stricts. Et maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que certains petits producteurs préfèrent sortir des appellations pour, évidemment, faire un vin qui reflète plus, non pas un standard, mais un vin qui reflète leur personnalité comme personne, comme vigneron, mais aussi la personnalité de leur terroir. Donc, il y a vraiment des grandes différences à ce niveau-là. Puis aussi ce que j'appelle les tricheurs, des gens qui vont importer du raisin et qui vont le mettre en vente, puis qui vont mettre 20, par exemple les Russes, on sait que les Russes produisent beaucoup trop de vin par rapport à leur superficie en hectares. Les Chinois seraient aussi un peu des tricheurs. Ils vont acheter ils vont avoir des bouteilles avec des contrefaçons d'étiquettes, hein, parce qu'évidemment, le vin, surtout en Asie, boire du vin, c'est s'occidentaliser. Donc, il y a vraiment un peu de tout avec le vin. Évidemment, le néo-tourisme, c'est peut-être une des facettes au point de vue qui est peut-être la plus rentable. Évidemment, avec le tourisme, on parle de restauration, on parle de nuitées, on parle de visites de chais, de vignobles, etc. Ce qu'on a développé beaucoup, les premières routes touristiques, on les retrouve en Alsace, en Bourgogne. Maintenant, il y en a partout dans le monde. Au Québec, si vous vous promenez dans la région de la Côte-de-Beaupré, île d'Orléans, sur la route 202, Montérégie, Estrie, on va retrouver des routes de vin, donc qui sont très popularisées avec des guides. Il y a même des applications géoréférencées pour vous promener dans les routes. On le fait de différentes façons. On peut le faire en voiture particulière. Moi, je préfère le visiter en vélo, parce que si on veut faire plusieurs vignobles ou une région touristique, voir des paysages de vin, eh bien, en vélo, on a un peu plus le temps d'en profiter. Évidemment, si vous voulez visiter un vignoble, c'est préférable de le faire à pied. Certaines personnes le préfèrent en autobus nolisé. Souvent, ils sortiront plus ou moins de l'autobus, mais bon, ils vont quand même être en mesure de le visiter. On pourrait aussi le faire en train, par exemple, ici dans la Napa. Et si vous avez plus les moyens, bien ici, c'est Bernard Magret, qui a une publicité qui a paru dans la revue Vins de France, qui lui possède plusieurs grands châteaux, dont Pape Clément, et puis il offre des dégustations dans ses châteaux, des nuitées aussi, des nuitées, parce qu'il évidemment, il peut vous accueillir dans ses manoirs ou ses châteaux, puis il peut vous promener soit en limousine ou les plus fortunés en jet privé. Donc, il y en a pour tous les goûts, toutes les sommes d'argent, évidemment, selon ce que vous voulez dépenser. Donc, il y en a vraiment à toutes les sauces. Et ça va même plus loin que cela. Il y a aussi certains lieux qui font maintenant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. On est rendu à 15 sites. Ici, c'est une photo avec les fameuses terrasses dans le Lavaux, en Suisse. Ici, c'est le lac Léman. Évidemment,
pas les Bouches-du-Rhône, mais la rivière du Rhône au lac Léman. Puis si la photo aurait été prise dans un ciel dégagé, on verrait peut-être les Dents du Midi, donc des paysages qui sont vraiment fabuleux. Ou si on prend aussi dans le Douro, hein, dans le Haut-Portugal, on verrait aussi des paysages qui font partie maintenant du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si on regarde ici une carte, les derniers en liste sont les collines du Prosecco, les 15e, puis les premiers, c'est les cinq terres en 97, qui sont les premiers. Évidemment, il faut avoir un cahier de charge, déposer sa candidature à l'UNESCO. C'est un processus qui est long, qui est fastidieux, mais qui rapporte au point de vue du tourisme ensuite, parce que ça nous donne une notoriété, évidemment. Il y a des salons, évidemment. Si on regarde, ici j'ai une photo, Bordeaux fête le vin à Québec, qui était un des événements qui se produit aux 2 ans à Québec, qui est très couru, si on peut dire, par les gens de la ville de Québec. Il y a des grands salons Vinexpo qui maintenant est sorti de la région de Bordeaux. En fait, anciennement, c'était qu'à Bordeaux. Maintenant, il y a des salons Vinexpo à New York, à Shanghai, à Hong Kong, donc on retrouve un peu partout. Il y a aussi les visites de chais, donc des grands chais avec des architectures vraiment fabuleuses. Cheval Blanc, je pense que l'architecte a chargé à peu près 10 millions. Ici, c'est Opus One en Californie. Ici, c'est l'hôtel de la Bodega. La Bodega, c'est le chais. De Marquès de Riscal. Marquès de Riscal, il y a plusieurs vins que les Québécois connaissent, mais vous pouvez vous imaginez que l'architecture a dû coûter quand même relativement cher. Et ici, plus proche de chez nous, c'est Peller Estate, qui est dans la région de Niagara, en fait, proche de la rivière Niagara. Peller Estate, c'est un des vignobles qui offre une des plus belles salles de dégustation, un restaurant très haut de gamme. Là, vous pouvez avoir un couvert pour dîner à 150 avec évidemment excusez l'expression, mais le pairing avec le vin. Et puis au deuxième étage, c'est la salle de dégustation, soit de réception ou pour les vins plus haut de gamme. Et puis petite anecdote en passant, Peller a fait fortune avec un vin que les Québécois ont beaucoup connu, le Bébé Doc. Donc c'est vraiment un vin maintenant qu'on retrouve à peu près plus sur nos tablettes. Je vais terminer avec la géographie des vins et de la viticulture, ce que j'aurais pu appeler aussi l'introduction à la carte mondiale de l'espace viticole. La première fois que j'en ai parlé, c'était en 1990, avec un de mes mentors en géographie, Rodolphe de Coninck. On était en train de faire le tournage d'un cours qui était fort populaire, Introduction à la carte du monde, un cours qui était télévisé. Et puis Rodolphe il dit un jour, on devrait faire ça ensemble, là, un cours sur l'espace mondial du vin, ça serait hyper intéressant. Ça a resté sur les tablettes, tant pour lui que pour moi. Il y a quelques années, avec du vin, j'étais avec des gens du département, je parle de ce projet-là pour ma retraite et finalement, on m'a demandé de faire un cours sur le vin. Et c'est un peu le plan du cours du vin, donc un peu ce que j'ai parlé au début. Ensuite, on fait le tour de toutes les régions du monde. Certains modules, certains cours, on met plus d'emphase parce que ce sont des régions plus importantes. Puis c'est toujours la même approche avec description, un historique, une description des sols, de la viticulture, des types de cépages, de la commercialisation, production, etc. Donc, puis des fois, je parle plus du tourisme, des fois non. Donc, je m'amuse beaucoup avec ça. Et je terminerai avec pas cette citation, mais un petit texte que j'avais écrit, que j'aurais dû mettre en premier pour parler un peu de ma présentation. Je vais le lire. Pour moi, c'est un texte qui me raccroche beaucoup à la géographie et au vin. Fruit de la terre et du travail des hommes, le vin doit beaucoup à son terroir. De nombreuses civilisations ont des liens étroits avec lui. Certaines l'ont diffusé et exalté lors de leur pérégrination, alors que d'autres l'ont restreint, voire interdit. Aujourd'hui, produit de convoitise, de richesse et de commercialisation, le vin poursuit son périple et se laisse tout autant désirer. Poser un regard géographique sur le vin, c'est un peu faire un tour historique et géographique du monde. Le vin, divin breuvage, possède donc de profondes racines géographiques. Alors, je vous remercie. Je vais juste passer les trois dernières diapositives en rafale parce que il y a certaines sources qui sont indiquées dans cette bibliographie-là, simplement pour une question de droit d'auteur. Et je vais quand même la passer rapidement. Merci beaucoup, M. Norval, pour cette présentation. Alors là, on a eu beaucoup de questions pendant. On en avait eu quelques-unes en amont de la présentation. On va essayer de répondre à quelques-unes, évidemment. Nicolas Pellerin, un des participants présentement, nous pose la question à savoir pourquoi la Grèce s'illustre peu en tant que producteur, exportateur de vin, alors que l'Italie, qui est tout près géographiquement, est bien positionnée.
C'est une très bonne question. Pendant longtemps, les vins grecs ont été des vins avec des cépages très, très peu connus. Ils font aussi un vin qui est un vin national, là-bas, le Retsina, qui est fait avec une racine d'un conifère, qui donne un vin un peu particulier, un peu aromatique. Donc, j'utilisais des vins, je dirais, un peu plus bas de gamme. Maintenant, ils ont développé aussi la viniculture. Ces mêmes cépages-là vont produire des vins qualité-prix très intéressant. D'ailleurs, quand je vais chez M. de Coninck à Montréal, ils sont souvent des bons vins blancs de Grèce. Donc, ils ont commencé avec des cépages mondiaux, donc ce que j'appelle des cépages internationaux, par exemple les cépages blancs qui sont plus connus. Mais évidemment, la Grèce, pourtant, qui est un vieux pays viticole et vinicole, a eu de la difficulté à se positionner sur les marchés mondiaux. Mais je pense que ça s'en vient. Qualité-prix, on peut être surpris même dans les vins rouges. Et c'est l'avantage qu'on a au Québec, avec la SAC. On paye peut-être cher un peu notre vin, mais on a un choix qui est à peu près inégalable sur la planète, même dans les grandes régions productrices. Donc, est-ce que ce serait plus une question de mise en marché et de marketing, si on veut? Pourquoi je dirais les deux, puis peut-être le goût aussi des consommateurs mondiaux, là. Parfait. Plus tôt, vous faisiez référence à l'arrache qui a eu lieu en France, là, pour expliquer un peu les arrachages. Le nombre d'hectares qui a diminué au fil des ans. Pourquoi il y a eu premièrement, il y avait une surproduction de vin. On produisait beaucoup trop de vin. Et puis, il y avait évidemment des vins qui étaient considérés vraiment très bas de gamme, entre guillemets. Donc, il y avait une surproduction. Et puis, cet arrachage-là s'est fait jusque dans les années 60 à peu près pour stabiliser les marchés mondiaux. Et pendant longtemps, il ne faut pas oublier qu'il y avait peu de pays qui produisaient beaucoup. Puis aujourd'hui, les grands pays producteurs, on a vu tout à l'heure les États-Unis qui arrivent en 4e position dans la production de vin, l'Australie, l'Afrique du Sud. Donc, on vient compétitionner ces productions-là. En fait, on a fait beaucoup d'arrachage, entre autres dans le sud de la France. Dans le Languedoc, entre autres. Donc, c'était une question de... Puis, évidemment, il y a eu une reconversion après l'épisode du phylloxéra, qui a dévasté les vignobles dans le monde. Il y a eu déjà une reconversion du vignoble, mais les grands plans d'arrachage ont eu lieu des années 1900 et ensuite. Mais c'était il y avait une surproduction, évidemment. Okay. On nous demande également si il existe encore des endroits propices à la viniculture, mais qui ne seraient pas exploités présentement dans le monde. Je dirais qu'on a commencé à en faire même dans les îles du Pacifique, dans des milieux subtropicaux ou tropicaux. On a commencé à en faire aussi en Afrique. Il y a des vignobles des climats équatoriaux qui en font. L'inconvénient qu'ils ont, évidemment, c'est que la vigne ne peut pas tomber en dormance. Donc, si on la laisse pousser, elle va pousser sans arrêt. Donc, ils vont faire des coupes radicales. Et puis, ils vont pouvoir faire, s'ils voulaient, ils pourraient faire 2-3 récoltes par année. Ça donne des produits, je dirais, un peu mitigés. Je vais être poli, là. Je vais être mitigé, mais oui, elle est possible dans tous les climats. En fait, partout dans le monde, sauf en Antarctique, évidemment, parce qu'on ne peut pas, à moins de le faire sous serre. Je dirais que les places où est-ce qu'elle risque de reprendre de la place, et ça a commencé, par exemple, le sud de l'Angleterre, qui a été longtemps une région viticole, on avait pratiquement arrêté, mais maintenant on a recommencé. La reine s'est plantée des cépages pour faire son propre champagne. Moi, je ne pense pas que ce soit elle qui le fasse, mais on a recommencé même dans les pays scandinaves, en Suède, en Norvège, on a recommencé à planter de la vigne. En Bretagne aussi, on avait abandonné, on recommence en Bretagne. On peut prendre l'exemple du Québec. On sait qu'au Québec, on commence, hélas, avec les changements climatiques, ça donne certains avantages. On commence aussi à avoir une meilleure maturation, même une très bonne maturation. Je l'ai dit tout à l'heure, on plante maintenant du pinot gris, du Riesling, du pinot noir aussi au Québec. Parfait. Justement, les changements climatiques revenaient souvent dans les questions un petit peu des gens, à savoir si ça allait apporter des modifications en matière de production, de quantité, qualité qui sera produite à l'échelle mondiale, puis peut-être dans certains secteurs géographiques également. Oui, en fait, ça va avoir des incidences sûrement. Il y a des gens qui commencent à en avoir un peu peur. Si on prend, par exemple, je vais prendre la Bourgogne et le Champagne, les vins de Champagne. Ce sont des cépages, si on prend la Bourgogne plus précisément, le Pinot Noir puis le Chardonnay, on a vu dans un des graphiques, ce sont des cépages qui sont
qui sont des cépages qui aiment les climats frais, les nuits fraîches, qui font des vins un peu moins bons dans des climats plus chauds, par exemple dans le sud des États-Unis, en Californie, pour donner l'exemple. Donc, on se demande, est-ce qu'on va être obligé de changer de cépage? Est-ce qu'on va être obligé de pousser vers le nord? Donc, oui, il va y avoir des incidents, puis il y a des incidences qui peuvent être positives, comme au Québec, mais il y a des incidences négatives. Plus de pluie amène évidemment des maladies comme l'oïdium ou le mildiou, qui sont des maladies qu'on ne veut pas avoir. Donc, oui, il va y avoir des incidences négatives, mais il va en avoir des positives dans certaines régions, puis ça va peut-être transformer ou on va être obligé de peut-être jouer un peu avec les cépages. Donc ça, est-ce qu'on va se mettre à planter du Cabernet Sauvignon dans le Bourgogne? Ça ne sera plus un vrai vin de Bourgogne. Puis je l'ai dit tout à l'heure, un Syrah ou un Pinot Noir, un Syrah des Côtes-Rôties et un Syrah de la Californie, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est deux produits qui peuvent être vraiment différents. En tout cas, pour une personne comme moi qui n'est pas, j'ai pas un palais très, je suis un amateur, hein, il faut pas se leurrer, là. Parfait. Vous avez mentionné que les Nord-Américains étaient beaucoup des consommateurs de vins de cépage. Quand vous parlez de vins de cépage, c'est contrairement à des vins d'assemblage, quoi? Non, on peut prendre des vins d'assemblage, mais ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui est indiqué. On veut le cépage indiqué sur la bouteille. Okay. Par exemple, dans la contre-étiquette, on va toujours avoir pratiquement le cépage utilisé. En France, on commence à le faire, mais anciennement, on ne le faisait pas. Parce qu'un Bourgogne, on sait c'est quoi. Un Bourgogne rouge, c'est du Pinot Noir, puis un Bourgogne blanc, c'est du Chardonnay. Il y a pas de... On se trompe pas. La contre-étiquette commence de plus en plus à être présente en Europe. Elle est surtout d'une façon publicitaire, de marketing, mais soit qu'on indique les cépages ou on va vanter son vin. Mais vous ne verrez jamais une contre-étiquette qui va vous dire que cette année, le millésime n'est pas une bonne année. Non, évidemment. Hein, c'est comme à la SAC, quand vous regardez les descriptions de la SAC, ils ne vendront jamais un vin qui n'est pas bon. Ils sont tous bons, leurs vins. Non, exact. Vous parliez justement que les Nord-Américains consommaient le vin de cépage. Qu'en est-il des Européens? Est-ce que cette approche marketing fonctionne autant auprès des Européens qui sont peut-être plus des amateurs qui s'y connaissent en fait depuis plus longtemps, depuis plus de générations? Oui, ça se perd, ça. Ils connaissent ça beaucoup moins qu'on le pense. Les personnes, surtout dans les régions viticoles, on va faire abstraction des villes comme, par exemple, Paris, qui n'est pas d'ailleurs une région productrice. Souvent, les gens vont acheter des vins de la région. Hein, si vous allez dans le Bordelais, à moins d'aller à Bordeaux chez un grand négociant, chez un grand caviste, comme chez Nicolas, vous allez pouvoir trouver des vins d'un peu partout. Mais si vous allez dans les villages producteurs, vous allez trouver que du vin de France, peu de vin de l'extérieur, sauf dans les supermarchés. Donc, les Français vont boire beaucoup plus locaux, beaucoup plus local. Les Italiens, les Espagnols vont faire la même chose, ce qui est très, très, très bien. C'est ce que les Québécois... Je pense que si on produirait plus de vin, je pense qu'on ferait peut-être la même chose au Québec un peu. Tendance, je dirais. Donc, mais les gens vont boire plus local, mais il y a des tendances. La grande tendance, en Amérique du Nord, je l'ai dit, c'est les vins de cépage, mais la grande tendance d'une façon mondiale, c'est les vins naturels en biologie, soit biologique, en agriculture biologique ou un vin biologique ou en biodynamie, parce qu'on sait que l'utilisation des produits phytosanitaires en viticulture, c'est catastrophique. Il y a des maladies, par exemple, le Parkinson, qui est une maladie associée directement chez les viticulteurs. Parfait. Puis, on va terminer justement sur cette dernière question qui nous provient d'un participant également. Si on veut encourager les bonnes pratiques justement chez les producteurs, vous parliez de bio, là, justement, quels sont les éléments à considérer lors de notre achat en tant que consommateur? Est-ce que le bio est une bonne option selon vous? Et puis, en fait, c'est difficile de s'y retrouver. Certaines fois, je dirais que c'est souvent marqué quand c'est en agriculture biologique, on voit un logo, hein, surtout quand les vins européens sont obligés de le mettre. Est-ce que c'est une bonne option? Si le vin est à votre goût, oui. Puis le goût, c'est discutable. C'est très discutable, le goût. Mais je vous dirais qu'un bon vin biologique, je vais le préférer. Moi, je connais des vins biologiques que j'apprécie. J'achète des vins qui sont non biologiques. Il y a des grands domaines comme Cheval, je vais prendre encore Cheval Blanc, où il y a des grands domaines en Bourgogne, la Romano Conti, ce sont des vins très, très chers. Maintenant, ils sont en biodynamie.
Donc, oui, si c'est possible, faire un achat responsable. Mais je vous dirais que le premier achat responsable, c'est acheter de proximité. Moi, lorsque je suis capable, j'achète des vins du Québec, de l'Ontario, un peu des États-Unis, mais j'ai une petite cave, puis j'ai beaucoup de vins, évidemment, qui proviennent d'Europe, dont des vins français, parce que ce sont des vins qui vieillissent assez bien aussi. Là. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais c'est sûr que plus j'y pense, en fait, plus que je lis sur le vin, moi que je suis porté à acheter des vins traditionnels avec l'utilisation de produits phytosanitaires à outrance, je dirais. Très bien, très bien. Ben, merci beaucoup, M. Dorval, d'avoir pris cette heure avec nous pour jaser de vin et de l'aspect géographique qui l'entoure. Donc, on va diffuser une partie de la capsule en ligne prochainement. Puis, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, je vous remercie et je souhaite à tous les participants une bonne dégustation de vin, évidemment. Merci. Une belle journée. Au plaisir.